Bonjour à toutes et à tous. Donc Virginie Pichon, je suis responsable du pôle entrepreneurial à la Chambre de commerce et d'industrie de Meurthe-et-Moselle. Donc bienvenue à cette nouvelle édition donc, du Salon Go, Salon de la création et reprise d'entreprise. Cette année, édition 100% virtuelle. Donc tout au long de la journée, nous vous proposons des visioconférences et des infos flash donc animées par des experts sur des grandes thématiques de la création. Vous pouvez également retrouver toutes les informations utiles et bon nombre de documents sur le site internet dédié au salon, donc sur www.go-nancy2020.fr. Et nous allons donc débuter cette journée par la première visioconférence qui sera animée donc par M. Olivier Sica-Gravier, expert comptable, représentant de l'Ordre des experts comptables, sur la thématique donc de chiffrer les besoins financiers de sa future entreprise. Vous aurez la possibilité de poser des questions via le chat auxquelles nous répondrons en fin de présentation. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous un très beau salon et une bonne conférence. Et je laisse donc à présent la parole à Monsieur Sica-Gravier. Merci beaucoup. Alors, juste un petit test son. Normalement, on m'entend? Ok, on me fait signe que oui, c'est parfait. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de démarrer cette journée avec vous. Je viens de démarrer tôt cette journée, mais enfin, il est déjà 9 heures, sur un sujet qui peut être un petit peu technique, mais qui est extrêmement important, fondamental quand on a un projet de création d'entreprise, ou un projet de reprise d'entreprise, peu importe, mais en tout cas, quand on a un projet à mener, et à un moment donné, un passage incontournable consiste à chiffrer les besoins financiers de sa future entreprise. Alors pour ça, je vous ai préparé un petit diaporama. Je me présente d'abord en 2 secondes, même si ça vient d'être fait. Donc je suis Olivier Sica-Gravier, je suis expert comptable. Je suis membre de l'Ordre des experts comptables du Conseil régional de Lorraine. Et j'accompagne des créateurs d'entreprises, des repreneurs d'entreprises depuis une vingtaine d'années. J'ai été moi-même créateur d'entreprises 2 fois, puisque j'ai créé, développé et revendu 2 sociétés. Donc je sais très très facilement me mettre à la place des porteurs de projets. Alors, sans plus attendre, on rentre dans le vif du sujet. Vous êtes porteur de projet. Alors, je ne sais pas, évidemment, je ne vous connais pas, je suis derrière mon écran, on n'a pas pu échanger, mais vous avez en principe, si vous êtes là ce matin, vous avez une idée qui est à un stade plus ou moins avancé. Vous avez probablement déjà fait un certain nombre de recherches. Vous avez peut-être déjà confronté votre idée à la réalité du marché ou pas. En tout cas, quand on a une idée, au bout d'un moment, il est absolument essentiel, nécessaire, de confronter la réalité de son idée avec la réalité financière. Souvent, quand on a une idée, on n'a pas forcément tout de suite en tête l'enveloppe de financement à apporter, à mobiliser. Et c'est quand on va faire cet exercice-là qu'on se rend compte finalement de la faisabilité ou pas du projet ou des choses qu'on peut être amené à ajuster. Donc, important de confronter la réalité de son idée avec la réalité des chiffres. Pour ça, vous allez faire, ou contribuer à faire votre prévisionnel financier. J'en parle dans ce slide, c'est important parce qu'on confond souvent business plan avec prévisionnel financier. Le prévisionnel financier, ce n'est que une partie du business plan. Alors, c'est pas une thématique aujourd'hui business plan, on n'aurait pas le temps en une demi-heure. On ne va parler que du prévisionnel financier et même que d'une partie du prévisionnel financier. Mais en tout cas, j'insiste un tout petit peu parce qu'il y a une confusion et que ça peut être un petit peu gênant pour la suite. Donc, en travaillant sur votre business plan, vous allez travailler sur votre prévisionnel financier. C'est quoi un prévisionnel financier? Eh bien, un prévisionnel financier, c'est à minima un plan de financement, un compte de résultats sur 3 à 5 ans. On parlera un petit peu des délais tout à l'heure. Un budget mensuel de trésorerie. Et puis, si vous avez bien travaillé le sujet, normalement, vous avez déterminé votre seuil de rentabilité, vous avez fait un bilan prévisionnel, vous avez déterminé votre capacité d'autofinancement, etc. Alors, ça peut faire peut-être pour certains ou certaines beaucoup de termes, beaucoup de sujets que peut-être vous ne maîtrisez pas tout à fait encore ce matin. C'est pas grave. D'abord, c'est un métier et je suis bien placé pour en parler. C'est une des compétences des experts comptables de pouvoir accompagner les créateurs d'entreprises sur ces sujets-là. Mais c'est pas parce que c'est la compétence de l'expert comptable que vous n'avez pas à y participer. C'est de la co-construction. Peut-être que ce terme est un peu trop utilisé depuis 1 ou 2 ans, mais en tout cas, on est vraiment
dans une dynamique de co-construction, l'expert comptable ne pourra travailler sur votre prévisionnel que sur la base des hypothèses que vous allez lui soumettre. Alors évidemment, l'expert comptable aura aussi la capacité de vous challenger sur vos hypothèses, peut-être d'apporter également son regard sur le secteur, sur comment dirais, la qualité de vos hypothèses, voilà, pour faire simple, mais c'est vraiment quelque chose qui doit se faire en collaboration. Ce matin, on va parler donc de votre plan de financement. Mais pour qu'on soit vraiment calé ensemble au bout de quelques minutes, je dois quand même préciser que votre prévisionnel va servir à plusieurs choses. Il va servir, d'abord à vérifier la faisabilité du projet. Alors des fois, c'est décevant puisqu'on arrive, on travaille sur son prévisionnel et puis on se rend compte que finalement, c'est quand même plus compliqué que ce qu'on avait imaginé au départ. Ça ne veut pas dire que c'est pas faisable, mais ça peut amener à remettre en cause certains projets ou à revoir certains projets, en tout cas à les rendre peut-être un peu plus light. Donc ça, c'est la première chose, c'est plus pour vous. Est-ce que mon projet est faisable ou pas? Deuxième partie du prévisionnel, c'est d'aller convaincre les partenaires financiers. C'est assez rare d'avoir, ça peut arriver de temps en temps, mais c'est quand même assez rare d'avoir la capacité de tout autofinancer. Et puis d'ailleurs, c'est pas forcément conseillé de tout autofinancer. On peut aller chercher des financements, des emprunts bancaires ou autres pour équilibrer son plan de financement. Mais il va falloir pour cela convaincre des partenaires. Donc votre prévisionnel sert également à ça. Et puis la troisième utilité de votre prévisionnel, une fois que vous avez démarré le projet, puisque la vraie vie, elle commence quand votre projet démarre, quand il prend en vie, c'est quand même important de savoir de temps en temps où on est par rapport à ce qu'on avait prévu. Et mieux vous aurez travaillé le prévisionnel, plus vous l'aurez détaillé avec des budgets mensuels, avec des indicateurs de pilotage, plus vous serez en capacité de vous situer au fil de l'eau pour éviter les dérives ou pour savoir si vous êtes en avance ou en retard par rapport à ce qui a été prévu. Donc, votre prévisionnel vous permet de valider cette faisabilité. Et je vous ai mis sur ce slide les deux enjeux en fait de la validation. C'est valider le modèle économique. Donc là, c'est plutôt le compte de résultat qui va vous permettre de le faire. Et puis, valider la faisabilité financière de votre projet. Et là, c'est plutôt le plan de financement, puisque votre modèle économique va consister à vérifier si, un peu sommairement, vous allez être capable de vendre plus cher un produit ou un service que ce qu'il vous coûte à réaliser. Donc en gros, est-ce que vous avez plus de produits que de charges? C'est un peu schématique, je vous l'accorde, mais là on est plutôt sur le compte de résultat. Et puis c'est pas parce que vous avez un projet qui a un beau business model que nécessairement vous allez être en capacité de le financer. Pour ça, il faut vérifier si vos besoins de financement sont suffisamment couverts par des ressources de financement, et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec le plan de financement. Alors, le plan de financement, globalement, c'est deux étapes. C'est le recensement des besoins nécessaires au démarrage de l'activité, et puis ensuite, une deuxième partie dans votre plan de financement, c'est identifier les ressources à mobiliser, celles dont vous avez la disposition. Ça peut être des économies, ça peut être du prêt familial ou autre. Il faut s'assurer que ça permette de financer les besoins. Voilà. Mais là, pour l'instant, dans notre atelier de ce matin, on va plutôt parler du recensement des besoins. On prendra tout à l'heure les questions ou des questions. Je ne vois pas le chat en même temps que je suis en train de faire ma présentation, mais on est en train de recenser les questions. On les recensera tout à l'heure et j'y répondrai. On se garde, je crois, un petit quart d'heure pour pouvoir répondre à vos interrogations. Alors, le recensement des besoins, il faut d'abord qu'on fasse un petit peu de définition, qu'on sache de quoi on parle. Et pour ça, je vais utiliser quelques termes qui sont importants, dont vous allez entendre parler. Ils sont peut-être familiers ou peut-être un petit peu moins. C'est pour ça qu'on en parle ce matin. Ces termes-là, c'est important que vous puissiez vous les approprier. Et même si ça fait un petit peu catalogue, puisque en fait, recenser les besoins, ça consiste à faire l'inventaire et puis à chiffrer les montants les besoins en termes de montants. Ça fait un peu catalogue, ça peut être un peu fastidieux, mais c'est extrêmement important puisque ça vous permettra de quantifier le besoin réel de l'entreprise, qui souvent est beaucoup plus important que ce qu'on a imaginé au départ quand on est au stade de l'idée. Alors, on fait un zoom sur les besoins.
il y a grosso modo 3 catégories. Alors, c'est pas normatif ce que je vous montre là, c'est-à-dire c'est pas, enfin certains experts comptables vont peut-être prendre ça dans un ordre différent, vont peut-être vous parler du besoin en fonds de roulement d'abord ou d'abord des frais de démarrage, peu importe. D'ailleurs, je me rends compte sur mon slide que tout est prioritaire puisque petit 1 les investissements, petit 2 le BFR, petit 1 les frais de démarrage. C'est pas faux, c'est une erreur dans le slide, ça aurait dû être 1, 2, 3, mais finalement, c'est pas complètement idiot parce que tout est important. Quand vous allez faire vos recherches sur Internet avec des modèles de plan de financement, ce sera peut-être également présenté de manière un petit peu différente, mais fondamentalement, on est sur 3 catégories de financement, de besoins donc à financer, de besoins à quantifier et à financer. Les investissements que vous allez retrouver de temps en temps sous l'appellation immobilisation, on va en parler un petit peu. Deuxième catégorie de besoins, c'est le besoin en fonds de roulement, le BFR. C'est fondamental de ne pas faire l'impasse sur le calcul de son BFR. Je vous en parle un petit peu plus tard. Et puis, la troisième catégorie, les frais de démarrage, qui, contrairement à leur appellation, ne sont pas forcément des frais que l'on doit supporter au démarrage, donc c'est-à-dire à T0, le jour où vous démarrez l'entreprise. De temps en temps, il y a des frais dans cette catégorie que vous avez engagés depuis longtemps, puisque les projets peuvent mettre des fois plusieurs mois à émerger, plusieurs années dans certains cas, mais si on est sur plusieurs mois, vous avez de temps en temps plusieurs mois de frais que vous avez engagés, des déplacements, des formations que vous avez suivies, etc., qu'il faut également financer. Voilà. Donc je pense que je suis pas trop mal en termes de timing. Isabelle, vous me faites signe, hein, si jamais ça dérape, vous n'hésitez pas. Très bien, pour le moment c'est tout bon. C'est parfait. Bon. Alors on va rentrer un petit peu dans le détail de ces différentes rubriques. D'abord juste une petite définition. Qu'est-ce qu'on appelle une immobilisation? Une immobilisation, c'est généralement un bien dont vous allez vous servir de manière durable dans l'entreprise et il y a un montant qu'on utilise régulièrement en fait qui est le curseur qui permet de savoir si c'est une immobilisation ou si on passe la dépense en charge directement. C'est un montant qui s'élève à 500 € hors taxe. Donc pour faire simple, si vous achetez un ordinateur du type avec un logo, avec une petite pomme, donc ça coûte quand même relativement cher généralement, en tout cas plus de 500 €. C'est du matériel dont vous allez vous servir pendant une certaine durée dans l'entreprise, probablement 3-4 ans ou 5 ans. Ça fait plus de 500 € hors taxe. C'est donc bien une immobilisation. A contrario, si vous achetez une imprimante pour 150 € ou 100 €, même si vous l'utilisez pendant longtemps, on passera ça généralement en charge directement. C'est pas la peine de polluer la base d'immobilisation avec ce genre de dépenses. Je ne veux pas être trop technique, je rentre pas plus dans le détail. On détaille, on a plusieurs catégories pour les investissements et les immobilisations. Vous les avez à l'écran. Les investissements incorporels, les investissements corporels et les investissements financiers. Alors, je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. Les immobilisations incorporelles, alors elles s'appellent incorporelles, d'abord pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas de substance, vous ne pouvez pas les toucher, il n'y a pas de matérialité, elles ne sont pas physiques, elles n'ont pas d'existence physique. Mais en revanche, elles répondent bien à la définition d'investissement dont vous allez vous servir de manière durable dans l'entreprise et généralement pour des montants supérieurs à 500 € hors taxe. Vous avez quelques exemples que je vous ai mis à l'écran. Si vous rachetez un fonds de commerce ou un pas de porte pour vous installer avec un commerce, eh bien, ça n'a pas d'existence physique. Vous ne pouvez pas toucher le fonds de commerce, vous ne pouvez pas toucher le pas de porte. En revanche, généralement, ça vaut plus de 500 € hors taxe et vous allez vous en servir de manière durable puisque généralement, vous avez un bail qui dure plusieurs années. C'est pareil pour les licences de logiciels. Vous achetez un logiciel qui vous appartient. Vous ne pouvez pas le toucher, mais il vaut plus de 500 € et il aura une durée de vie souvent relativement longue. Voilà. Pareil pour les droits d'entrée, si vous reprenez une franchise, si vous faites un dépôt de marque, on est dans les investissements incorporels. De manière symétrique, c'est exactement la même démarche. On peut lister les immobilisations ou investissements corporels. Alors ça, c'est beaucoup plus facile à imaginer et vous avez certainement déjà fait une liste de ce dont vous auriez besoin. Voilà quelques exemples à l'écran. Si vous reprenez un local et que vous faites des travaux, que vous agencez le local, vous faites des travaux de placo, d'électricité, etc. Là, on est bien dans les investissements corporels. De même, si vous achetez du matériel, de l'outillage spécifique, on est dans l'investissement corporel. Si vous achetez un véhicule, le matériel informatique, le mobilier, beaucoup plus facile à visualiser.
Puis il y a une dernière catégorie d'immobilisation ou d'investissement sur laquelle je vous invite à ne pas faire l'impasse. Ce sont les immobilisations financières. Et les immobilisations financières, je vous ai mis 2 exemples, il y en a d'autres, mais on n'est pas là pour faire trop de techniques qui n'a aucun intérêt. Il ne faut pas oublier que, par exemple, si vous prenez un local, vous allez verser une caution au propriétaire généralement. Cette caution, elle peut être fixée généralement entre 1 à 3 mois. Souvent 3 mois hein, de loyer. Cette caution, vous la récupérerez quand vous quitterez le local, mais si vous restez dans le local pendant 15 ans, vous n'en verrez pas la couleur donc, de cette caution avant une quinzaine d'années. Donc c'est bien une immobilisation, c'est de l'argent qui est bloqué, dont vous ne pouvez plus disposer, même s'il vous appartient. Et ça rentre dans la catégorie immobilisation financière. Et généralement, c'est à décaisser le jour où on rentre dans le local. Donc il ne faut pas faire l'impasse sur ce type d'investissement. Voilà pour globalement les investissements et les immobilisations. Donc ça peut être une liste relativement longue, relativement onéreuse, mais ce n'est pas fini, puisque dans votre plan de financement, j'en ai parlé tout à l'heure, il faut que vous fassiez le calcul de votre besoin en fonds de roulement. Alors c'est quoi le besoin en fonds de roulement? Le besoin en fonds de roulement, globalement, ça correspond au montant d'argent qui est bloqué du fait de vos opérations d'exploitation. Je vais vous donner un exemple très très simple. Vous démarrez votre entreprise, vous devez acheter immédiatement la marchandise, par exemple pour la mettre en vitrine, pour la mettre dans vos rayons, ou la marchandise que vous allez revendre sur Internet, peu importe. Et comme vous n'êtes pas connu, souvent les fournisseurs vont vous demander de payer ça tout de suite. Donc vous allez tout de suite devoir décaisser de l'argent. Si vous vendez cette marchandise à vos clients, supposons que vous vendiez cette marchandise à un client professionnel, vous allez émettre une facture. Comme vous êtes nouveau dans le business, c'est pas rare que les clients négocient des délais de paiement. Et donc peut-être que votre client va négocier avec vous un délai de paiement de 30 jours, 45 jours, 60 jours. Donc vous voyez à peu près le décalage qui existe entre le moment où vous avez payé la marchandise, c'est-à-dire cash tout de suite, et le moment où vous allez encaisser le chiffre d'affaires correspondant aux ventes 60 jours plus tard. Eh bien le BFR, c'est ça, c'est l'argent qui est bloqué pendant ces 60 jours. Alors vous finirez par en voir la couleur, en tout cas on peut l'espérer, mais vous finirez par encaisser ce chiffre d'affaires, mais il va falloir que vous patientez pendant 2 mois avant de pouvoir avoir donc ce flux de trésorerie sur votre compte bancaire. Donc ça, c'est très important de le chiffrer. Ça peut être des montants assez conséquents. Alors bien entendu, si vous montez un business dans lequel vous vendez à des particuliers, par exemple, je sais pas, vous ouvrez un commerce de restauration rapide, là, logiquement, quand on vient chercher son sandwich, son bol ou son croque-monsieur, on paye cash. Et les fournisseurs de matières premières, peut-être vous allez les payer cash, vous allez les payer à 15 jours ou 1 mois. Donc là, on a un petit peu moins la problématique du BFR, mais c'est quand même un sujet à prendre en considération. Je vous ai mis sur le slide suivant la définition de ce que je viens de vous expliquer. Et donc finalement, c'est quoi le BFR? Eh bien, c'est cette petite formule qui est en bas du slide. Je vais prendre mon petit pointeur laser, c'est là. C'est le stock. Puisque le stock, tant qu'il est en stock chez vous, il ne s'est pas transformé en cash, c'est vous qui devez supporter le coût de possession du stock. Donc il faut faire attention à ne pas avoir un stock trop important, mais suffisant quand même pour pouvoir fonctionner correctement. Donc là, il y a un vrai sujet sur la taille du stock. Surtout au début, quand on se lance, on a envie d'avoir le stock, toutes les références, toutes les gammes, toutes les tailles, au cas où. C'est pas forcément un bon calcul. Donc il faut financer le stock. Il faut financer le délai de règlement client. Et heureusement, de temps en temps, on peut obtenir des délais de paiement du côté des fournisseurs, pas toujours au début, mais ça peut arriver. Et donc ça vous permet de minimiser un petit peu le besoin en fonds de roulement. Mais clairement, vous voyez à l'écran que si vos fournisseurs vous demandent de payer cash et si vos clients mettent 60 jours pour vous payer, ça peut être un peu compliqué. Donc vous pouvez négocier, peut-être au bout de quelques semaines ou quelques mois d'activité ou quelques années, on peut revoir les conditions de règlement. Donc c'est un vrai sujet là que je vous invite à avoir bien en tête. Le slide suivant, c'est juste un exemple graphique du besoin en fonds de roulement, de ce que je viens d'expliquer. Donc, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais globalement, là, vous êtes à T0, donc vous démarrez, vous achetez votre stock. Alors là, on a mis stock de matières premières, mais ça peut être stock de marchandises, peu importe. Et vous obtenez pour payer ce stock un petit bout de crédit fournisseur. C'est sympa, vous avez un fournisseur qui vous fait 20 jours de crédit. Donc, vous n'êtes pas obligé de décaisser tout de suite. Par contre, au bout de 20 jours, vous décaissez les achats. Bien. Et puis ensuite vous fabriquez, donc tant que vous fabriquez, pour l'instant vous n'avez pas vendu,
quand vous avez fini de fabriquer, donc là on est déjà à 50 jours depuis le démarrage de l'entreprise, vous allez stocker, puisque c'est pas gagné que vous vendiez tout de suite. Il faut d'abord se faire connaître, il faut trouver ses premiers prospects et puis les transformer en clients. Donc vous n'allez peut-être faire vos premières ventes qu'au bout de 70 jours. En tout cas, c'est l'exemple que je vous ai mis à l'écran. Donc vous voyez que vous avez décaissé au bout de 20 jours. Et vous ne faites vos premières ventes qu'au bout de 70 jours. Et là encore, vous accordez un crédit client de 30 jours. On a été sympa dans l'exemple, mais c'est parce que le slide ne permettait pas d'aller plus loin. 70 jours, donc vous vendez, vous encaissez 30 jours plus tard. Donc, entre le moment où vous démarrez, jour 0, et le moment où vous encaissez, il s'est passé 100 jours. Donc c'est quand même assez long, ça fait plus de 3 mois, dont 80 jours entre le moment où vous avez décaissé les achats et le moment où vous encaissez les ventes. C'est le besoin en fonds de roulement. Voilà, c'était une autre façon de vous le dire. J'ai peut-être été un peu insistant là-dessus, mais je crois que c'est toujours nécessaire c'est nécessaire d'insister, de ne pas faire l'impasse, parce que ça peut jouer de très mauvaises surprises. La dernière rubrique dont je vous ai parlé tout à l'heure, on a fait les investissements ou immobilisation. On a parlé du besoin en fonds de roulement. La dernière rubrique que j'ai évoquée, ce sont les frais de démarrage. Alors les frais de démarrage, une liste également qui peut être assez longue, d'autant plus que, comme je le précisais en introduction, ce n'est pas forcément les frais qu'on engage le jour du démarrage à proprement parler. Ça peut être toute la liste des frais que vous avez engagés, des fois pendant plusieurs mois, pour faire naître votre projet, pour le rendre réel, pour le démarrer. Alors, je vous ai mis une petite liste, mais elle est, encore une fois, pas du tout exhaustive. J'ai pris soin de mettre à chaque fois exemple de frais de démarrage. Je vous en donne quelques-uns. Vous avez peut-être déjà réglé des honoraires de notaire, d'agenceur. Là, j'ai un projet en cours sur le lancement d'un concept à Nancy dans lequel il y a des plans à faire, des autorisations à obtenir, des travaux à réaliser. Il y a déjà eu des frais qui ont été engagés avec un agenceur qui, lui, n'attendra pas la création de l'entreprise ou les premiers euros de chiffre d'affaires pour se faire payer. Donc, évidemment, il faut être capable de financer ça. Vous pouvez travailler sur des frais marketing. Je pense que c'est bien un moment quand on veut sortir un petit peu du lot, se faire connaître, travailler sur, par exemple, son identité graphique, sur son site web, sur son logo, tous ces sujets-là, sur peut-être la mise en place d'une stratégie de conquête de ses premiers clients avec des frais à engager. Donc, il faut pas les omettre non plus. Je pense que c'est important. Vous avez peut-être eu l'occasion, alors peut-être pas en ce moment, parce que les attestations ne s'y prêtent pas bien. Malheureusement, je le dis en souriant, mais c'est un peu bon, c'est la triste vérité pour l'instant. Mais avant, quand on était dans une vie beaucoup plus confortable, eh bien, on allait à l'hôtel, on prenait le train, on se déplaçait en voiture pour aller rencontrer des clients, des fournisseurs, des conseils, etc. Donc, ces frais de déplacement sont également des frais qui sont imputables au démarrage de l'activité. Vous avez peut-être, ces derniers temps, il n'y en a pas eu beaucoup, et ce matin, je pense que aujourd'hui, c'est un bon exemple. On est en salon virtuel, mais avant, on avait des salons physiques. J'espère que ça reviendra rapidement. Donc, vous pouvez engager des frais dans ce cadre-là. Vous êtes peut-être formé, ou vous allez vous former. Après, il y a des petites choses qui se cachent. Le diable se cache dans les détails, des frais d'ouverture de compteur. Voilà, c'est une liste qui n'est pas exhaustive, mais à la fin, ça peut faire un certain nombre d'euros à engager. Alors, c'est pas le sujet du matin. Et bien entendu, tous les frais que vous avez engagés à titre personnel pour rendre votre projet, pour donner vie à votre projet, vous pourrez les récupérer en principe un petit peu plus tard, puisqu'on considérera que tous ces frais ont été engagés dans le cadre de la création de l'entreprise, et l'entreprise pourra avoir une dette envers vous, par exemple un compte courant d'associé, si vous êtes en société, un compte courant d'associé qu'elle pourra vous rembourser tout de suite ou plus tard. Ce sera à déterminer avec votre conseil, mais en tout cas, ce ne sont pas des frais, bien entendu, qui sont perdus. Voilà. Alors, je reviens, je vais en avant, pardon. Voilà, donc vous avez fait l'identification des besoins. Donc ça peut être long, hein. Heureusement, Internet nous aide beaucoup pour ce genre de choses. Vous avez identifié le montant des travaux, le montant de la pub, le montant, etc. Ça peut faire une liste qui est assez longue, souvent qui est largement plus élevée que ce qu'on avait imaginé au départ. Mais c'est pas grave, ça ne doit pas vous arrêter. Moi, en tout cas, je suis très heureux de pouvoir participer à un séminaire un webinaire en tout cas sur la création d'entreprise et sur le plan de financement en particulier.
Je rencontre encore beaucoup de gens qui ont des projets. Enfin, la vie ne s'est pas non plus arrêtée et elle reprendra, on l'espère, le plus rapidement possible dans des conditions normales. En tout cas, les partenaires bancaires continuent à financer les projets, les porteurs de projets continuent à nous solliciter pour qu'on les accompagne dans leur démarche. Donc, je veux quand même y voir des signes très positifs, même si, bien sûr, ne nous voilons pas la face, c'est pas tout à fait les conditions habituelles. Une fois que vous avez donc listé vos besoins, il faut mettre en face, c'est le principe du plan de financement, il faut mettre en face les ressources qui vous permettront d'avoir un plan de financement équilibré. Alors, ces ressources-là, alors je vais être rapide sur les ressources puisque ce n'était pas l'objet du webinaire de ce matin. Et je crois qu'il y a d'autres webinaires dans la journée qui traiteront peut-être un peu plus spécifiquement de ce sujet-là, mais globalement, les ressources, ce sont les ressources que vous allez apporter vous-même en capital ou en compte courant d'associé, donc les fonds que vous êtes capable de mobiliser, qu'on appelle fonds propres également, qu'on appelle apport personnel, qu'on apport en numéraire, il y a plein de noms, il y a plein de... Mais en gros, et c'est ce que va voir le partenaire, ce que va regarder le partenaire financier ou les partenaires financiers, ils vont regarder votre capacité à apporter vous-même, à amorcer votre projet, donc à apporter vous-même sur la table un certain montant, une certaine quantité de ressources. Le travail des partenaires financiers, ce n'est pas de financer à votre place, c'est de vous aider à compléter, sur la base de certains critères, mais de compléter donc votre plan de financement. Alors je ne peux pas vous donner est-ce qu'il faut apporter 30, est-ce qu'il faut 30% d'apport personnel, est-ce qu'il en faut 15, est-ce qu'il en faut 50? Alors 50 c'est peut-être un petit peu beaucoup, mais disons que ça dépend des projets, des secteurs d'activité. C'est pas l'objet de la discussion de ce matin, mais en tout cas ce sera l'objet d'une réflexion de votre part avec l'aide de vos conseils sur le calibrage du montant personnel à apporter pour que le projet soit crédible et qu'il soit regardé avec attention par les partenaires financiers. Vous pouvez également faire des apports en nature, si par exemple vous apportez du matériel, des véhicules, un fonds de commerce ou je ne sais quoi. C'est plus rare, hein, je ne vous le cache pas, mais c'est possible, en tout cas ça peut être une discussion. Et puis ensuite, il va falloir chercher d'autres sources de financement, puisque comme je le disais, c'est assez rare de pouvoir tout financer soi-même, et en tout cas, même si on était capable de le faire, c'est pas forcément souhaitable. Et donc là, on va recourir classiquement à l'emprunt bancaire, au crédit vendeur, donc un crédit qu'accorde le vendeur sur, par exemple, la vente de son fonds de commerce, des subventions, une campagne de crowdfunding, enfin, la liste n'est pas exhaustive, on est sur des exemples de ressources, mais globalement, si on est quand même un tout petit peu pragmatique, on va passer essentiellement par de l'apport personnel et par de l'emprunt bancaire. C'est généralement les deux piliers du plan de financement. Alors, quelques critères de choix, il me reste quelques minutes, je pense qu'on est tout à fait dans le timing sur ce webinaire. Quelques critères de choix du mode de financement. Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse de l'apport? Est-ce qu'il faut que je fasse de l'emprunt? Est-ce qu'il faut que je fasse du crédit bail? Il n'y a pas de réponse dans l'absolu, ça dépend du projet. Il faut considérer ce que vous devez financer, quelle est la nature de l'investissement. Est-ce que vous financez un rachat de fonds de commerce ou est-ce que vous financez du besoin en fonds de roulement? C'est pas la même chose. Quel est le coût de la ressource? Globalement, quel est le coût de l'emprunt que vous allez chercher, ou le coût du crédit bail, le coût d'une campagne de crowdfunding? Bon, les taux d'intérêt sont quand même très bas depuis des années. Je pense que c'est probable que ça reste encore un moment. Donc, c'est pas réellement le sujet. Est-ce que ça vous rend dépendant ou pas d'un partenaire financier? Bon, après, il faut être quand même honnête. Quand on crée une société, on est quand même, enfin, le degré de dépendance, on peut peut-être le mettre un petit peu de côté. C'est quand même bien d'avoir un accord de la part de son partenaire ou de ses partenaires financiers. Il faut chercher l'équilibre entre fonds propres et financement emprunté, ça j'en ai parlé. Il faut faire très attention aux garanties qui seront associées au crédit, mais c'est un autre sujet. Par exemple, est-ce qu'il faut être caution personnelle? Est-ce qu'il faut accepter d'être caution personnelle à chaque fois? Est-ce qu'on peut passer par des organismes de cautionnement du type BPI, du type SIAGI, bon, etc. Autre sujet, mais c'est important, je vous l'ai mis dans le slide pour que vous l'ayez en tête. Globalement, et c'est presque le mot de la fin pour que je puisse répondre à vos questions, j'aurai quelques conseils à donner dans le slide suivant, mais c'est un peu caricatural, mais le plan de financement que vous allez bâtir, il est un peu calé sur votre plan de financement personnel. Ça vous viendrait pas en tête de financer l'achat de votre maison ou de votre appartement avec un découvert bancaire ou avec un crédit revolving. D'ailleurs, les banques, a priori, n'accepteraient pas de le financer de cette manière-là. Ça paraît logique. Et moi, ça me fait toujours sourire quand je le dis, mais c'est complètement logique. Et pareil pour votre téléphone portable, si vous êtes obligé d'aller voir votre banquier pour faire un crédit sur 20 ans, ça va être un petit peu compliqué.
Votre entreprise, c'est pareil. Il faut trouver des ressources de financement cohérentes. Donc, vous identifiez vos différents besoins, investissement ou immobilisation, besoin en fonds de roulement, frais de démarrage. Et en face de ça, vous devez mettre des ressources de durée équivalente. C'est-à-dire des investissements vont plutôt se financer avec des emprunts à long terme, ou les fonds propres à long terme que vous laissez dans l'entreprise, alors que le besoin en fonds de roulement probablement se financera en partie par des ressources de financement plus court terme. Je ne fais pas plus long que ça sur les ressources. Je vais juste récapituler en conclusion les 4 étapes de votre plan de financement. 1. Listez et chiffrez vos besoins. Ne faites pas l'économie de cette étape, c'est votre boulot de lister et chiffrer tous vos besoins. Internet est une formidable source d'informations, donc vous devez faire ce job, même s'il est un petit peu long, mais je pense qu'il est incontournable. Ensuite, identifiez les ressources dont vous avez la disposition et celles que vous pourriez mobiliser. C'est-à-dire ne fantasmez pas sur le montant d'argent que vous pouvez apporter, il faut vraiment que ce soit de l'argent disponible. Si c'est de l'argent dont vous avez besoin, alors là c'est très caricatural, mais en gros, pour aller faire les courses, pour faire manger les enfants, c'est un peu compliqué de mobiliser ça. Vous avez entendu mon minuteur en même temps, donc on est bon. C'est un petit peu compliqué de mobiliser ces ressources pour créer son entreprise. Donc celles dont vous avez vraiment la disposition, que vous pouvez utiliser, et puis ça permettra de faire le complément avec les partenaires financiers, de voir quel complément il faut aller chercher. Vous établissez ensuite sur ces bases-là votre plan de financement, celui à T0, et puis vous poussez le crayon jusque 3 ans, généralement, ou 5 ans, hein, si vous faites un BP sur 5 ans, même si ça n'a pas beaucoup d'intérêt dans la plupart des cas de le faire sur 5 ans. Puis vous vérifiez l'équilibre et vous ajustez si nécessaire, c'est-à-dire c'est une boucle d'amélioration, d'amélioration permanente. Si c'est pas équilibré, mais il faut revenir sur chiffrer les besoins, voir si on ne s'est pas un petit peu enflammé sur certains besoins, si on peut pas décaler des choses dans le temps, est-ce qu'on est forcément obligé d'acheter du matériel neuf ou est-ce qu'on peut acheter du matériel d'occasion, etc. pour arriver donc à équilibrer votre plan de financement. J'ai quelques conseils à vous donner. Et ensuite, je prendrai les questions. 1. Ne sous-estimez pas le besoin de financement. Ne faites pas l'économie, cette réflexion, et puis surtout, soyez très prudent. C'est compliqué de retourner chez le banquier 3 mois après en disant « Oups, excusez-moi, je me suis trompé, c'était un peu plus cher que prévu. » Donc, pas sous-estimer ce besoin. 2. Ça coule de source, mais c'est quand même important de le dire, vous allez devoir payer les montants TTC. La TVA, vous ne la récupérez que plus tard. Donc, c'est pas le sujet du webinaire, mais donc n'oubliez pas que vos flux de trésorerie sont bien TTC, et les décaissements en particulier, au départ, sont TTC. Ne sous-estimez pas les délais de paiement que les fournisseurs ne manqueront pas de vous imposer, surtout que 2021, qui va démarrer bientôt, ne sera pas une année comme les autres. On aura probablement quelques défaillances d'entreprise, malheureusement. On va peut-être avoir un peu plus de prudence de la part des différents acteurs. Donc, ne sous-estimez pas ces délais. Ne cherchez pas l'exactitude à la virgule près, ça n'a aucun intérêt. Raisonnez en centaines d'euros ou en milliers d'euros, mais ne cherchez pas la virgule, ça n'a pas d'intérêt du tout. Et puis, si c'est possible, alors c'est peut-être un vœu pieux, mais si possible, prévoyez une trésorerie de sécurité, puisque les choses ne se passeront pas forcément comme prévu, elles se passeront soit moins bien, et dans ce cas-là, c'est bien d'avoir un petit peu de cash disponible, quand c'est possible, hein, bien sûr, mais des fois, les choses se passeront mieux que prévu, et dans ce cas-là, vous risquez, et c'est tout le mal que je vous souhaite, d'avoir une croissance plus rapide et éventuellement une crise de croissance, c'est-à-dire un BFR à financer plus important que celui que vous aviez prévu au départ, mais c'est un autre sujet qu'on pourra peut-être aborder dans d'autres lieux ou à d'autres moments. Voilà pour la présentation rapide que je voulais faire ce matin. Je suis à votre disposition pour vos questions. Eh bien, merci Olivier, nous sommes dans le timing. Merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que ça a apporté des éléments de précision à nos auditeurs. Donc nous allons à présent passer aux questions et donc Olivier va tenter de répondre au maximum de ces questions. Je vais tout d'abord répondre à la toute première parce qu'on me demande, les questions reviennent souvent, est-ce que nous aurons accès à ce support? Donc rassurez-vous, cette présentation est enregistrée et vous pourrez la retrouver donc sur notre site internet du Salon Go, celui-là même où vous êtes inscrit pour participer à ce webinaire.
Donc, n'hésitez pas à y retourner. Nous mettrons en ligne très prochainement cette présentation. Alors, on rentre dans le vif du sujet par rapport aux questions sur notre thématique, Olivier. Oui. Guillaume donc, nous dit « Je croyais qu'il fallait inclure dans le BFR les dettes fiscales et sociales en plus des dettes fournisseurs. » Alors, c'est une bonne question et si on avait eu la journée à passer sur le sujet, je serais évidemment rentré un petit peu plus dans le détail. Alors, pour répondre à Guillaume et aux auditeurs qui seraient intéressés par la question, le BFR que j'ai présenté, c'est une vision hyper simpliste hein, pour un webinaire de 30 minutes. Bien entendu, le BFR comprend à la fois des éléments que j'ai l'habitude d'appeler strictement commerciaux, donc stock, client, fournisseur, c'est ce que j'ai présenté, mais dans la vie d'une entreprise, il y a d'autres types de créances et d'autres types de dettes, par exemple des dettes et créances sociales et fiscales. Et donc, oui, Guillaume, vous avez tout à fait raison. Quand on fait le calcul du BFR et qu'on va vraiment au bout du sujet dans son prévisionnel, on doit tenir compte, par exemple, des dettes d'impôt sur les sociétés qu'on aurait à payer en année 2 après avoir fait un bénéfice sur l'année 1. Donc oui, je confirme, Guillaume, c'est une bonne remarque. Très bien, merci Olivier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est le crowdfunding ? Alors oui, je peux expliquer mais ça mériterait aussi un webinaire, Isabelle, hein, puisque ce sont des sources de financement qui peuvent être intéressantes. En fait, le crowdfunding qui existe maintenant depuis plusieurs années, qui je pense est peut-être pas de plus en plus utilisé, je ne le croise pas très souvent dans les dossiers, mais ça arrive de temps en temps, permet d'aller chercher du financement, alors sous différentes sources, hein, ça peut être du don, ça peut être une prise de participation, ça peut être de l'emprunt. Il permet d'aller chercher sur des plateformes de crowdfunding des fonds sous forme d'appel à la générosité publique. Alors je dis générosité parce que des fois ce sont des prêts ou des prises de participation, donc les participants attendent un retour sur investissement. En fait c'est simple, un funding ça fait référence au fonds, donc au cash, et crowd c'est la foule. Donc en fait on s'adresse à la foule pour aller chercher des fonds pour compléter son plan de financement. Voilà. Ça permet aussi, je fais une petite parenthèse, mais ça peut être très intéressant, ça permet, une belle campagne de crowdfunding permet non seulement d'aller chercher un petit peu d'argent, bien sûr, mais ça permet de tester éventuellement une idée et ça permet également de se faire connaître et de trouver ses premiers clients. Donc je pense que c'est appelé à se développer encore plus, en tout cas ça peut être une bonne idée. Alors une autre question intéressante, comment déterminer le montant du capital social ? Encore une excellente question. Je me vois un peu au stage 5 jours pour entreprendre, puisque ce sont des questions qu'on aborde, hein, bien entendu, mais on a un peu plus le temps et c'est un peu plus interactif. Alors, le montant du capital social, je suis obligé de faire une réponse rapide, hein, on a un temps qui est limité, mais pour moi, il y a deux enjeux sur le capital social, enfin deux enjeux principaux. Le premier, c'est, puisque le capital social, finalement, c'est représentatif des fonds que vous allez apporter, vous, créateurs d'entreprise, au démarrage de l'entreprise. Même si vous mettez une partie en capital social et une partie en compte courant d'associé, la question peut se poser. Mais globalement, c'est représentatif du cash que vous allez apporter au départ. Donc en fait, le montant du capital social va être un peu déterminé par la taille de votre projet et par les critères d'appréciation des banques. Si par exemple les banques attendent un apport de, je dis n'importe quoi, 25% sur un projet à financer qui ferait 100 000 euros, ça m'arrange pour les calculs, hein, c'est plus rapide à faire, il faudrait que votre capital social fasse 25 000 euros. Bon. Donc ça, c'est le premier critère, c'est un critère qui est vraiment purement financier, pour l'équilibre financier du projet. Le deuxième critère qui me paraît important, c'est un critère qui va être un petit peu marketing. Si vos clients sont des particuliers, par exemple moi quand je vais chercher ma baguette de pain, très honnêtement, savoir si mon boulanger est en société ou en entreprise individuelle, j'ai jamais regardé, et quel est le montant de son capital social, ça m'a jamais intéressé non plus. Parce que je suis un client particulier et que finalement ce qui m'intéresse c'est qu'il fasse du bon pain. En revanche, si vous êtes dans une activité B2B, donc vous êtes une entreprise et que vous vendez à d'autres entreprises, le montant de votre capital social, ça peut être un argument marketing. C'est pas l'argument le plus important, mais quand même, moi si je fais appel en tant que professionnel à une entreprise dont le capital social est de 1 euro ou de 100 euros,
je vais peut-être pas être dans un climat de confiance absolu, alors que si dans la même activité, j'ai un capital de 10 000 ou 50 000 ou plus, enfin j'en sais rien, je vous donne des montants un peu sortis du chapeau, ça va peut-être me mettre dans un climat de confiance plus important. Ça ne veut pas dire que l'entreprise fera le bon job, le montant du capital social n'est pas un gage de qualité absolue, mais en tout cas sur le plan marketing, ça peut être intéressant de montrer un peu les muscles de temps en temps. Voilà. Une question de JPS, combien un expert comptable facture-t-il pour monter un plan de financement? Alors merci JPS. Bon, alors là, je ne pourrais pas répondre à la question parce que ça dépend des experts comptables. On n'a pas un barème qui est fixé pour toute la profession. Je vais vous donner je vais faire enfin, il y a deux réponses en réalité. D'abord, la première, c'est qu'il y a un certain nombre de dispositifs qui existent, que vous retrouverez sur le site internet de l'Ordre des experts comptables, qui permet d'aller faire des consultations gratuites chez des experts comptables, qui permet d'avoir un premier regard, qui permet d'avoir donc une première approche, et celle-ci, la plupart du temps, est gratuite. Alors, ça consistera pas nécessairement à faire le business plan en totalité, mais en tout cas, on peut repartir avec des éléments intéressants. Et puis ensuite, si vous rentrez en relation d'affaires avec un expert comptable, si vous vous faites accompagner, eh bien, la partie plan de financement, en fait, elle va rentrer dans les travaux d'élaboration du business plan. Et là, j'allais dire, ça dépend du projet, ça dépend de son ampleur, ça dépend de la quantité de travaux à mener, et chaque expert comptable aura sa propre approche. Donc, je ne saurais pas répondre, mais évidemment, créer une entreprise, au-delà de la partie honoraire de l'expert comptable, ça nécessite de mettre un petit peu d'argent sur la table auprès d'avocats, auprès de notaires, auprès d'experts comptables, bien sûr, on l'a dit, auprès d'un agenceur. Donc, voilà, il faut dans la liste des dépenses, mais on peut considérer que c'est un investissement quand même, hein, si je peux me permettre, il faut pas en faire l'impasse. Donc, voilà, je suis désolé, c'est un peu une réponse de Normand, mais je représente la profession ce matin, l'Ordre des experts comptables, donc je ne pourrais pas vous donner un montant très précis. Voilà, merci Olivier. C'était effectivement une question assez intéressante dans la mesure où forcément les honoraires, on va devoir les chiffrer et les mettre également au plan de financement, mais forcément, cela dépend complètement du projet que l'on a à mettre en œuvre dans ce cas de figure. Voilà, bien écoutez, nous avons fait le tour des questions, donc vous avez été très précis, parce que visiblement, nous n'avons pas eu beaucoup de questions sur cette partie-là. En tout cas, donc là, nous arrivons au terme de cette présentation. Donc, toutes les questions voilà, ont été traitées pour cette partie-ci. Nous mettrons donc prochainement à votre disposition une foire aux questions, si toutefois il y en avait d'autres qui arrivaient, donc sur notre site internet du Salon Go, ainsi que cette présentation. Nous vous remercions de votre attention et vous invitons à participer à notre prochaine info flash dédiée au choix de la forme juridique qui commencera à 10 h. Olivier Sica-Gravier, nous vous remercions pour votre intervention. Eh bien, c'était un grand plaisir. Bonne journée, puis bonne chance à tous pour vos projets. Que la force soit avec vous. Bye bye. À la prochaine. Merci à vous. Au revoir.